rejoindre les chaises qui se trouvent ici. Donc Arnaud Saint-Martin, qui est sociologue, Thierry Doré, agronome et vice-président recherche de l'université, Sophie Casamas, qui est physicienne à l'université Paris-Saclay et qui est membre d'une graduate school, de la graduate school physique. Et il manque une personne qui, malheureusement, vous pouvez vous asseoir, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui pour des problèmes personnels. Donc, tout à l'heure, Stéphanie Ruffy a parlé de démocratisation des priorités de recherche, sujet qu'elle n'avait pas pu aborder par manque de temps. C'est de cela dont on va parler au début. Pour cette table ronde sur l'organisation de la recherche et les politiques scientifiques, le premier point que j'ai demandé d'aborder, c'était un retour sur l'ensemble de la journée, sur les présentations qui ont été faites, sur le thème du colloque d'aujourd'hui. Et donc, je vais demander à chacune des personnes de la table ronde de nous donner en 3 à 5 minutes son point de vue, son ressenti sur le thème général du colloque. Peut-être en commençant par Sophie Casamias. Je le veux pour que sa parole ne soit pas contrainte par celle des autres. Alors. Donc bonsoir à tous. Moi je suis physicienne et si je devais me placer dans les catégories présentées par les collègues des sciences humaines, que je remercie beaucoup pour l'ouverture d'esprit qu'elles nous incitent à avoir, moi je me qualifierais comme pure scientiste et je crois qu'il y a beaucoup de mes collègues physiciens qui sont dans cette catégorie-là. Et à titre personnel, si j'ai choisi d'être plutôt enseignant-chercheur que chercheur, c'était aussi pour cette raison-là. Je considère que le fait d'enseigner me donne plus de liberté sur ma perception d'être une pure scientiste. La finalité de ma recherche, c'est d'avoir une légitimité en enseignement, d'être capable d'être au courant de l'actualité de ma discipline, donc au niveau disciplinaire. Et ça me permet de me dispenser, parce que ça m'arrange aussi probablement, de me poser la question de la finalité réelle de mes recherches, si ce n'est la quête de connaissances pour l'éducation des nouvelles générations. J'imagine que pour quelqu'un qui travaille au CNRS ou dans d'autres organismes dont l'objectif est statutairement dédié plutôt à la construction de la connaissance, ce problème pourrait être différent. Je voudrais dire aussi que j'ai été très sensible, et que je le suis, à la question générationnelle. Quand on est enseignant à l'université ou quand on est enseignant dans des écoles pour des enfants plus jeunes et qu'on a soi-même éventuellement des enfants, la question que les nouvelles générations se posent sur les questions environnementales sont honnêtement différentes des nôtres à cause de la fameuse constante de temps. C'est peut-être une question de perception personnelle, mais la constante de temps, pour moi, elle est très courte de l'enjeu de toutes ces thématiques-là. Elle est très courte, pas seulement en termes de nombre de degrés, mais en termes de conséquences politiques, je dirais même géopolitiques, liées à la pénurie d'énergie, enfin la pénurie de ressources et tout ça. Et mon angoisse personnelle, et sur cet aspect-là, je suis assez pessimiste, c'est que le premier problème qui viendra, c'est des problèmes sociaux, des problèmes de la question de la démocratie. Ces problèmes-là, d'après moi, viendront même avant, probablement, les problèmes plus déconnectés de préoccupations sociétales qui seraient d'ordre strictement technique. Et je ne suis pas très pessimiste, y compris dans un pays comme le nôtre. Et les deux collègues des sciences humaines ont plusieurs fois prononcé le mot de la démocratie, en insistant beaucoup, et c'est très louable, et je pense qu'on n'a pas le choix, sur le fait qu'il faut
éduquer, convaincre, construire la connaissance de façon interdisciplinaire pour essayer d'arriver à obtenir cette transition, si possible suffisamment vite et si possible sans violence externe, de type non démocratique. Pour moi, c'est une question ouverte de est-ce qu'on y arrivera. Je n'en suis pas personnellement totalement convaincue. Et ça m'inquiète. Et les générations, mes enfants, ça les inquiète encore plus. Et voilà. Donc, pour ces questions-là. Donc les physiciens, là je parle plutôt globalement des collègues autour de moi, parce qu'on est physicien, la notion de limite, de finitude est très prégnante. Donc je pense qu'on est tous relativement convaincus de ça. On est probablement à tendance plutôt décroissante, je dirais. Notre collègue de ce matin en est un exemple, mais il représente une partie non négligeable de notre communauté de physiciens. Et une chose sur l'éthique de chercheurs qu'on n'a pas abordée, mais qui était liée aux questions des carrières. Rappelons quand même que quand on choisit de faire une carrière dans le monde académique, on choisit aussi sciemment, et j'espère que c'est sciemment pour tous nos jeunes collègues, de faire un métier où nos revenus seront probablement nettement moindres que ceux qu'on pourrait avoir en faisant une carrière dans d'autres domaines. Et ça, c'est aussi un choix éthique qui a quelque chose à voir avec l'environnement, de mon point de vue. Et le fait qu'on pratique notre métier de la façon dont on la pratique est une démonstration de ça. Voilà, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de ce matin d'un collègue enseignant là, de l'Institut photovoltaïque qui dit que c'est en enseignant qu'on a le plus d'espoir. Donc, je vais donner la parole à Arnaud Saint-Martin, qui est donc sociologue au CNRS, pour nous faire part de son retour sur cette journée, sur ce thème. Merci Julien, puis merci pour l'invitation. Donc, je suis le sociologue de la session. Non pas pour externaliser une espèce de moment normatif, hein. Enfin il le sera explicitement, c'est un moment aussi où on peut dire les choses. Moi je trouve que c'était un moment vraiment de réflexivité collective qui est assez précieux, hein. Aujourd'hui on n'aurait pas eu ce genre de journée il y a quelques années, quand j'ai commencé la recherche il y a plus de 20 ans. On n'avait pas ce genre de débat, quoi, sur les finalités de la recherche, la démocratisation des choix scientifiques et techniques. C'était presque des gros mots, on n'en parlait pas. Et moi-même, d'ailleurs, ça m'intéressait pas du tout. J'étais un chercheur très discipliné, très académique. Moi, je travaille en sociologie des sciences, fait une thèse sur l'astronomie sous la Troisième République. Il n'y a pas plus inutile, voilà, de l'histoire des sciences, quoi. Et tout ça, finalement, je m'y suis confronté au fur et à mesure en travaillant sur la recherche spatiale qui est évoquée ce matin par Yves Langevin. Donc, où la question des choix techniques et scientifiques est évidemment très aiguë. Et moi, ça m'arrive beaucoup d'intervenir sur ces questions. Alors là, par exemple, sur les ravages environnementaux de Starlink, Elon Musk. Je fais à peu près 2 interviews par semaine là-dessus, hein. Donc j'interviens médiatiquement pour dire, voilà, pour constater ce que ça peut induire en termes de trafic orbital, de collision, de modèles économiques ravageurs, bref, d'une forme d'astrocapitalisme, une espèce de notion que j'essaie de théoriser. Donc moi, j'ai plutôt l'habitude d'intervenir aussi politiquement. Donc je pense que c'est bien aussi qu'on ait ce genre de débat, hein, sur les fins de la recherche, mais y compris en sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est pour l'aspect peut-être global. Moi, ce que je trouve intéressant de ce que j'ai entendu, c'est que il y avait un implicite sur la politique. Voilà, c'est le moment un peu vertigineux. On se dit voilà, on a fait des constats, on sait plein de choses. Les exposés de ce matin sont confondants, sont carrément hyper déprimants, hein, et évidemment, hein. La semaine dernière, j'étais à l'IRAP. À Toulouse, c'était une journée d'études astronomie bas carbone. C'est vrai qu'on a eu des conférences le matin. Enfin, franchement, c'est dur après, même ne serait-ce que de reprendre le train, quoi. Donc c'est un peu le monde dans lequel on vit. Il est question de survie, en fait, hein, de l'humanité. Enfin, la Terre nous survivra sans aucun problème, je pense. Là, en fait, on est à un moment où il faut vraiment poser des questions de façon un peu dure, un peu radicale. Par exemple, un institut de la transition écologique, pour moi, ça me pose problème. C'est un institut de la bifurcation écologique qu'il faudrait poser, quoi. Là, je veux dire, il y a des modèles de société, il va falloir faire des choix drastiques dans nos modèles de vie.
Là, j'ai dit capitalisme tout à l'heure. Je veux dire, c'est un mot qui est sous-entendu, qui n'existe pas dans nos débats. Si, en fait, là, il y a un modèle prédateur d'accumulation des ressources, de prédation. Il faut le nommer par moment. Moi, j'ai aucun problème à le nommer d'un point de vue socio-économique. Je veux dire, il y a des théories là-dessus. Et là, c'est un peu sous le tapis. Poliment, on parle de changer nos modes de vie, nos comportements, puis éventuellement d'un changement d'échelle. Bon, je pense que là, il faut poser des questions un peu qui suscitent le débat et aussi qui nous exposent, qui nous rendent vulnérables aussi, nous, comme chercheurs. Moi, il se trouve que je fais de la politique aussi. Je suis élu local, communautaire, dans une agglo. J'ai même failli être député. Bon, j'ai perdu. De pas beaucoup. Mais bon, bref, j'aurais pu être à l'Assemblée, en ce moment même. Donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, j'y vais, à fond, quoi. Parce que précisément, comme beaucoup, peut-être ici, je constatais les choses dont on a parlé. Et moi, je me suis vraiment posé la question de, est-ce que c'est vraiment soutenable, moi, dans mon laboratoire, de passer ma vie à tirer des espèces de diagnostics sur l'écroulement de nos sociétés. D'ailleurs, on parlait de transition, de intégrer l'impact environnemental et la destruction des écosystèmes. En fait, la sociologie est née il y a 1 siècle et demi dans le constat d'un délitement de nos sociétés. Donc c'est une discipline qui sait ce que c'est que la crise. Donc je pense que du côté des sciences dites dures, on pourrait regarder ce qui se fait au niveau de la sociologie. Ça fait plus longtemps qu'on réfléchit sur ces questions. En vérité, je pense que donc il y a une réflexion engagée ici même peut-être sur. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'aller vers le politique parce que le politique, s'agissant des questions scientifiques, et je peux vous le dire, je peux en témoigner, ayant essayé d'influer par moments sur des décisions, il y a une vraie culture scientifique des politiques. Ça peut être confortable en même temps, parce que bon, business as usual, on peut aussi nous fructifier tranquillement dans notre coin, ils comprennent rien du tout à ce qu'on fait, ils sont vaguement intéressés, et on continue à avoir des crédits, pas toujours, mais il y a aussi une culture politique des scientifiques. Par moments, une forme de naïveté. Voilà, quand on va au contact du politique. Combien de fois, moi, je me suis épuisé dans des manifs qui terminaient face au ministère de la Recherche pour les quémander des crédits, des postes. Moi, j'ai cofondé un petit collectif qui s'appelle Rogue ESR. Voilà, je suis assez investi dans la voie 1.5. Voilà, merci. On était 2 ou 3 au début. Et on avait lancé cette pétition pour l'emploi scientifique, les 300 postes. 300 postes à l'époque, on disait c'est un déclin. Bon, il y en a encore moins maintenant. Et on s'y fait à la pénurie, et c'est un scandale fondamental. Eh bien, fallait voir en face la réaction qu'on avait. On a été à l'Élysée, au ministère, avec Madame Vidal. C'était tout à fait poli, cordial, mais on n'en tire absolument rien. Et moi, je pense que nos communautés doivent s'armer politiquement pour, à un moment donné, faire passer des mots d'ordre. Alors, c'est pas le sociologue qui parle, c'est le politique. Mais voilà, moi, j'en tire ça. C'est une forme de timidité aussi de nos communautés. Alors, il faut vraiment en sortir et se battre vraiment pour faire valoir d'autres façons de pratiquer la science. Et on y reviendra dans les questions que tu as posées, Julien. Donc, on va passer à Thierry Doré. Oui, merci. Donc il faut que je dise ce que je pense de la journée. Ouais, que tu réagisses au thème de la journée. C'est une très très bonne idée cette journée, je trouve, franchement. Ouais. Donc tu réagisses Non, donc je réagis. Moi, je trouve que ça porte ses fruits du point de vue de l'enrichissement de la réflexion collective et de la confrontation entre les horizons, les disciplines, les manières de penser, les différences qui nous caractérisent. Ma conviction ressort renforcée sur le fait qu'on a besoin de discussions pour traiter de ces choses-là et que personne n'a de vérité, même Rogue ESR, même Labo 1.5, personne n'a de vérité en la matière. Donc chacun a ses convictions et il y a une diversité de points de vue à prendre en considération pour nos choix individuels et pour nos choix collectifs. Donc moi, je suis convaincu que c'est à travers des échanges futurs que les décisions individuelles et collectives les moins mauvaises seront prises, et non pas à partir de raisonnements dont on attendrait qu'ils soient tenus uniquement par les politiques. Je réagis à la dimension politique. Bien sûr, les politiques, c'est super important, mais là, pour le coup, je suis d'accord avec Arnaud. Il faut que les communautés, par elles-mêmes, prennent un certain nombre de décisions. On a vu qu'il y avait une responsabilité des scientifiques, pas au sens de on voudrait que je sois responsable des choses, mais il y a une responsabilité des scientifiques dans le sens où ils sont à la base de la production de la connaissance, dont je partage l'analyse d'Anning Barberousse, connaissance qui est utile par rapport au progrès des sociétés. Donc on a une responsabilité en la matière et on ne peut pas attendre uniquement des politiques un certain nombre de décisions.
Si je me place en termes de politique, non pas aux politiciens, mais politique vice-président recherche de l'université, j'ai probablement à impulser un certain nombre de choses, mais certainement pas personnellement, uniquement de manière collective et à partir de discussions qui pourront, j'espère, se poursuivre après la journée d'aujourd'hui, au niveau de l'université, mais aussi dans des échelles de collectifs plus petits, qui me semblent être le laboratoire, des groupes de laboratoire, des équipes, etc., pour avoir cette réflexion sur les moyens de la recherche et cette réflexion sur les orientations de la recherche. Donc, si je dois dire une seule chose, c'est que pour le moment, j'en ressors davantage convaincu encore qu'il y a besoin de poursuivre une discussion collective, des discussions collectives, pour savoir comment mieux orienter nos recherches et comment mieux modifier nos façons de faire de la recherche. Alors, vous pouvez réagir aussi au thème général de la journée de façon à la longueur que vous voulez. Bien sûr, merci beaucoup. Je voudrais faire un détour par une petite anecdote. Je ne sais pas si vous le savez, pour le moment, il y a une petite révolution à Bruxelles, mais dont personne ne parle nulle part. C'est le départ de la commissaire en charge de la recherche, Madame Gabriel, qui va devenir première ministre en Bulgarie. Alors, quand elle a été nommée commissaire de la recherche, de l'éducation, de la culture, de la jeunesse, des sports, tout, quoi, en fait, eh bien, Madame von der Leyen l'a nommée commissaire à l'innovation et à la culture. Pas de recherche. Et là, il y a eu une montée de boucliers, des milliers de chercheurs ont envahi, de Belgique et de toute l'Europe, ont envahi les standards en disant c'est un scandale, etc. Et rétropédalage, au bout de 72 heures, Madame von der Leyen a donc parlé de commissaire de toute la litanie que je vous ai donnée. Et on a trouvé ça très indicatif à l'époque de voir que la recherche fondamentale, et la recherche même, était absolument fondamentale pour énormément de communautés qui suivaient quand même les débats comitologiques bruxellois pour intervenir à ce niveau-là. Et donc je suis, comme mon voisin, comme monsieur, pardon, totalement persuadé que des discussions comme les vôtres sont essentielles, passionnantes, fondamentales, et d'abord en phase avec ce que les membres du COMETS ont proposé, mais aussi au niveau national, mais même aussi au niveau européen. Et c'est peut-être un peu ce qui... Je ne sais pas si ça manque, mais ce qui devrait prendre pour le moment, parce que la recherche dépend beaucoup quand même des fonds qui ont été évoqués, bien entendu de Horizon ou de l'ERC, et que eh bien là, la Commission a encore du mal à entendre, hein, à Bruxelles. Pour elle, la recherche, c'est l'innovation, alors qu'il n'y a pas que ça. Il ne s'agit pas d'être contre l'innovation, mais la recherche fondamentale, c'est très important. Et donc, ce type de débat, quand ils ont lieu en France, qu'ils fonctionnent, et je pense que la crise post-Covid fait qu'ils fonctionnent de plus en plus, s'ils pouvaient aussi percoler au niveau européen pour changer la perception des choses de cette instance, qui est importante dans le domaine de la recherche, je pense que ça serait très important. Évidemment, vous allez me dire, oui, la réunion d'aujourd'hui, quel rapport avec l'Europe, mais si, quand même, c'est cette idée de recherche fondamentale, recherche bottom-up, de fait que les chercheurs parlent et s'expriment vis-à-vis des autres et ne soient pas traités par les autres communautés, les autres métiers comme quantité négligeable des gens dont on sait bien. Je recevais comme à Bruxelles des messages haineux sur le compte Twitter qu'on avait demandé d'ouvrir. Tous les jours, j'avais droit, oui, qu'est-ce que vous faites à part la vie sexuelle du moustique, hein. Donc il y a une haine du chercheur dans les milieux européens qui sont certainement titillés par toute une série de partis politiques qui ont intérêt, et donc tout débat entre chercheurs, c'est une manière de se faire entendre au niveau national, au niveau européen, et c'est absolument fondamental. Et là, c'est en tant que citoyen que je réagis. Voilà. Ça a été souligné tout à l'heure par Sophie, il y a des enjeux sociaux, démocratiques, il y a de multiples enjeux, y compris même à l'intérieur du développement soutenable, il y a plein d'objectifs divers et variés. Et donc, un des choix organisationnels qui est à faire, c'est le fléchage des moyens. Et parmi les moyens, il y a les recrutements, ça a été évoqué à différentes reprises, il y a les financements. Et donc, si des priorités sont données sur certains enjeux, cela signifie qu'il y a eu une hiérarchie qui a été faite entre les enjeux. Et donc,
qui fera exactement ces arbitrages, à quel niveau, au niveau des graduate schools, comme c'est un des nouveaux outils de l'université, au niveau des facultés, au niveau de l'université, au niveau national. Donc, qui fera ces arbitrages? Comment seront faits les arbitrages? Quelle réorganisation de la recherche va être faite pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux? Donc, peut-être dans le même ordre. Quand on parle d'arbitrage budgétaire, et notamment en physique, donc, qui est considérée comme une science chère, parce qu'elle l'est, il n'y a rien à contester à ça. Si on compare les budgets de recherche d'une institution comme l'Université Paris-Saclay, et si on descend jusqu'au budget de recherche de la Graduate School, et qu'on compare ce budget de recherche à des budgets incitatifs qui viennent, par exemple, de fonds de financement de type européen ou de type strictement nationaux, on est à, peut-être, Thierry Doré peut me corriger, mais je dirais au moins un ordre de grandeur d'écart. Donc, il me semble que les décisions qui sont prises au niveau national ont peut-être plus d'impact pour nous, physiciens, qui pratiquons, au moins expérimentateurs, qui pratiquons une recherche chère, que les décisions qui peuvent être arbitrées, par exemple, au sein d'une graduate school. Un enjeu pour les physiciens, c'est l'argent que le gouvernement a décidé d'investir dans le budget militaire de notre pays. C'est, si j'en crois ce que j'ai entendu à la radio, le plus gros budget depuis les années 60. C'est pas neutre. Et les physiciens pourraient être tentés de répondre à des appels à projets s'ils venaient à exister, liés au fait qu'il y a pas mal d'argent qui va circuler dans ce type de financement. Ça s'est passé au moment de la guerre des étoiles. Quand il y a beaucoup d'argent qui vient par la voie d'une stratégie de type militaire, il y a des retombées en physique, c'est connu. C'est une question qui me préoccupe et que je vois pas trop bien articulée avec les enjeux environnementaux, pour ne pas vous le cacher. Donc, et d'autres priorités qu'on pourrait citer aussi, qui sont des enjeux de souveraineté. Là, je pense au plan quantique, par exemple, qui sont de la très belle recherche fondamentale. Mais je le dis aux étudiants, donc c'est public, ce que j'en pense. Si la France investit dans le plan quantique, c'est pas forcément pour la recherche fondamentale. C'est vraiment l'enjeu de souveraineté, souveraineté économique et souveraineté éventuellement à caractère plus stratégique encore. Et c'est des sommes d'argent qui sont sans commune mesure avec les sommes d'argent dont on peut discuter au sein d'une communauté, comme par exemple la Graduate School de physique, mais j'imagine les autres Graduate Schools. Pareil, l'argent des Graduate Schools est un argent qui sert à animer une communauté, à pousser les collègues à discuter entre eux, ce qui est une chose positive. Hein. Mais d'ici à vraiment complètement orienter une stratégie de recherche... personnellement, j'en suis pas totalement convaincu. Donc la question budgétaire, elle est fondamentale, évidemment. Il est question d'argent public, de dépenses publiques, d'investissement éventuellement dans la science, la technologie. Donc il faut vraiment qu'on en discute et sérieusement. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent, en effet, en France. Il y a un débat parlementaire sur le financement des armées, en effet, qui est en cours là. On n'en manque pas, clairement, d'argent. Quand il faut en trouver pour certaines opérations, on sait où le flécher. Donc, moi, ce que je trouve terrible, c'est que là, on en vient à méditer sur les ruines de l'ESR, notamment sur la pénurie de moyens alloués pour faire de la recherche, avec une multiplication des guichets. C'est terrible. Une fragmentation aussi, et par moments des logiques d'appel à projet, de management flash de la recherche que je trouve vraiment désespérant. D'ailleurs, moi, j'y réponds jamais. Ça part directement dans les spams. Ça m'intéresse pas du tout, cette façon de faire de la recherche. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir aussi sur la façon dont on alloue les moyens, avant même que de penser aux fins. Enfin, je pense que évidemment que ça va de pair, mais il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus. Et quoi qu'il arrive, moi, je suis pour une désinflation bureaucratique. On a
on a engagé tellement de moyens, en l'occurrence humains, dans des agences, des comités Théodule, des espèces de boutiques qui, à un moment donné, génèrent leur bureaucratie. Là, je renvoie à l'ouvrage Qui gouverne la science de Christian Topalov et Joël Lellier, qui vient de sortir sur précisément cette espèce de strate bureaucratique qui gouverne la science maintenant depuis 20 ans, voire un peu plus, depuis sauver la recherche, etc., qui a mis en place des procédures, des espèces de strates de décision qui échappent aussi par moment à la décision des chercheurs, qui se sont conformés par moment à toutes ces injonctions, ces incitations qui sont dressées à faire de l'appel à projet. Moi, quand j'étais docteur précaire, en même temps que je manifestais dans la rue contre l'ANR, je répondais à une ANR jeune chercheur. Donc je vois tout à fait les ambivalences, les contradictions, les paradoxes de tout ça, mais à force évidemment, ils ont un peu gagné quoi. Et c'est complètement normalisé. Moi, je fais partie des gens qui lancent chaque année le hashtag boycott ANR. Bon, je suis pas du tout suivi, hélas. Moi, c'est pas une science qui m'intéresse et qui me convient. Et puis, encore une fois, je me méfie de cette inflation bureaucratique. Il y aura toujours un nouvel observatoire pour juger de la pertinence de telle chose. Je suis aussi à l'observatoire de l'édition scientifique, un truc qui s'est mis en place au ministère de la Recherche. Il y a plein d'observatoires, des comités, des agences, des HCERS. Nous, on vient de finir, ça y est, notre bilan au labo. Là, on est très contents. On a fait nos 60 pages avec plein de moments très abstraits, la mesure de l'impact de la sociologie sur la société. Et là, on essaye tant bien que mal de répondre à la commande. Bref, là, je dévie un peu la conversation sur cette dimension-là de comment on s'organise précisément pour flécher ses budgets. Et je pense que là, il faut faire du bottom-up, un peu sérieusement. Labo 1.5 a été cité plusieurs fois, et à raison. J'ai l'honneur de faire partie du conseil scientifique, et vraiment, je pense que c'est un collectif assez exemplaire de ce point de vue-là, qui est venu d'une espèce de besoin de la communauté à s'organiser, à s'auto-organiser. Pourtant, c'est en train de devenir assez massif, tel point d'ailleurs que c'est repris par les institutions, avec d'éventuels problèmes de récupération, Bon bref, on pourrait en parler aussi. Mais là, on a ce type d'organisation qui part de la communauté. C'est autre chose que ces institutions top-down qui, à un moment donné, ont construit leur There is no alternative. Moi, je faisais partie des gens qui étaient contre l'université de Paris-Saclay, clairement. Parlons-en de Paris. Enfin, on va pas en parler. Il fut un temps où j'étais à l'UVSQ, donc j'avais un avis très tranché sur Paris-Saclay. Et cette opération de BTP sur le plateau, on pourrait d'ailleurs mesurer l'empreinte environnementale de Saclay, ça serait terrible. Donc là, je veux dire, là on a des logiques de regroupement, d'organisation de la science, pour moi, qui sont délétères. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça s'est complètement banalisé, normalisé. Et y compris d'ailleurs chez les graduate students, parce que maintenant on ne doit même plus dire doctorants, les graduate students, il y a des graduate schools. Bon, il y a toute une novlangue gestionnaire qui accompagne ce mouvement de destruction de nos institutions. Voilà, maintenant on fait comment pour naviguer là-dedans? On est un peu dans les ruines. Moi, il y a des moments où j'alterne entre sentiment de révolte, de frustration, envie de malgré tout faire bouger les lignes de l'intérieur, mais je vois bien que c'est compliqué, et aussi par moments de désespoir, parce que moi, la sociologie qu'on m'a transmise il y a 20 ans, c'était vraiment c'était l'autonomie de la science, les recherches fondamentales, y compris en sociologie des sciences. D'ailleurs, on a parlé de créativité, d'imprévisibilité. Enfin, ça vient beaucoup de la sociologie, de Robert Merton, la sérendipité. Il y a un bouquin très bien paru en 50 sur ces questions-là. Donc, je pense que nous aussi, on peut apporter sur ces questions. Mais je vois que l'état actuel de la science, et peut-être qu'on va y revenir après sur la recherche privée, on est dans un autre esprit, un nouvel esprit du capitalisme scientifique qui est complètement orthogonal à mon avis, ce qu'on devrait développer en termes d'éthos de la recherche publique. Voilà. Merci. Alors, je suis pas complètement d'accord, ce qui est pas tout à fait étonnant, mais je suis pas en désaccord complet non plus. Je vais distinguer deux niveaux, le niveau national et le niveau local. Sur le niveau national, prenons des chiffres, il y a 3 milliards sur les programmes et équipements prioritaires de recherche, les PEPR. Les axes qui dominent les PEPR ne sont pas discutés démocratiquement. Donc il y a une vraie difficulté sur le choix des orientations. Pourquoi est-ce qu'on met tant 50 millions sur le quantique? Pourquoi on met tant 60 millions sur la santé numérique, etc. Donc je pense que ça n'est même pas discuté au Parlement, et donc il y a une vraie difficulté en la matière. Et pour autant, il y a un certain nombre de PEPR qui vont être utiles à la bifurcation écologique. Si je prends le PEPR sur le stockage du carbone, faire carbone, si je prends le PEPR sur l'eau, One Water, il
il y a un certain nombre des PEPR qui, de mon point de vue, vont produire de la connaissance utile pour les transitions ou les bifurcations écologiques. Donc il y a une vraie déficience démocratique, je le partage complètement. Pour autant, il peut y avoir de l'argent dirigé qui n'est pas sans intérêt par rapport à un certain nombre des enjeux dont on discute aujourd'hui sur le développement soutenable. À côté de ça, il y a le niveau local. Donc, pour ce qui concerne le niveau local, donc personnellement, je ne pense pas que l'Université Paris-Saclay soit nuisible. Ça, on pourra en discuter. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses dans l'Université Paris-Saclay qui permet, du point de vue de la recherche, de mettre ensemble des communautés qui, antérieurement, ne travaillaient pas de manière collective, voire étaient en concurrence quand elles étaient à 5 ou 10 kilomètres de distance. Donc, les mettre ensemble, quand elles sont de la même discipline, pour être coopératives plutôt qu'en concurrence, ça me paraît être un élément positif. Les mettre ensemble pour travailler en interdisciplinarité sur des sujets finalisés, ce qui est le cas d'un certain nombre de thématiques des objets interdisciplinaires en relation avec le développement soutenable, ça me paraît être aussi un bénéfice. Et je ne le dis pas pour défendre un système, je le dis parce que je le vis de l'intérieur. On a, vendredi dernier, arbitré le choix des équipements que nous allons proposer à la région dans le cadre des Sésames. Ces équipements, ce sont des équipements qui sont complètement raisonnés de manière collective à l'échelle de l'Université Paris-Saclay. Il y a 10 ans, le CEA, le CNRS, l'Université Paris-Sud, l'INRA étaient en concurrence pour les Sésames, et je pense que ça ne permettait pas du tout d'avoir la même efficacité pour avoir les instruments dont les équipes, les unités ont besoin. Donc voilà, on pourra discuter à un autre moment éventuellement sur l'intérêt ou non du point de vue de la recherche, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de regroupement du type Université Paris-Saclay. À mon échelle, pour répondre à la question de Julien, il n'y a pas d'arbitrage. C'est-à-dire que je ne privilégie pas telle ou telle thématique, déjà parce que j'en ai pas la légitimité, et puis parce que de toute façon, il n'y a pas de moyens suffisants, ça a été dit, pour pouvoir rivaliser avec des moyens incitatifs autres. La seule action que j'ai, c'est d'équilibrer entre les disciplines. Et ça m'a valu beaucoup d'inimitié et de rancœur par les disciplines qui se sont senties frustrées lorsqu'il y a eu un rééquilibrage, de manière à ce que des disciplines que je ne citerai pas puissent avoir des moyens un peu supérieurs par rapport à d'autres disciplines qui se sentaient frustrés à partir du moment où il y avait une redistribution. Donc pour moi, j'ai été très sensible à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne sais plus par laquelle de nos deux collègues. Il faut permettre à l'ensemble des disciplines de se développer, il faut que toutes les disciplines puissent se développer avec un niveau de qualité suffisant, et c'est à partir de ça qu'on fera de la bonne recherche interdisciplinaire. C'est pas évident, parce qu'à partir du moment où on rééquilibre des budgets entre les disciplines, forcément, ceux qui ont tendance à voir leur budget diminuer considèrent que, évidemment, ce qui est fait à côté, c'est complètement nul, et que, bien sûr, eux seuls font de la recherche de qualité, et que d'ailleurs, la renommée de l'université tient essentiellement à leur discipline. Donc, il y a un vrai combat à mener sur la tolérance interdisciplinaire, pour pouvoir ensuite aller vers de la recherche finalisée, pluridisciplinaire, qui soit efficace. Oui, rapidement, permettez-moi à nouveau de botter en touche. Il se trouve que j'ai été en poste pendant près de 10 ans en tant que conseiller culturel en Corée du Sud. Vous savez que c'est le pays qui investit le plus pour la recherche, donc 4,7% de son PIB, donc c'est des sommes absolument astronomiques, sans compter que l'État, c'est à peu près 25% par rapport à ce que les grands trusts mettent, Samsung, etc. Donc c'est un pays où tout est décidé par une sorte de duopole, État, Chaebol, enfin les grands conglomérats qui décident tout, et on va faire ci, on va faire ça, on va tout lancer dans la téléphonie, on va faire la 5G, donc ils ont mis 25 milliards sur la table pour faire la 5G en 2019, etc. Et on voit apparaître progressivement une rétroaction très intéressante. Oui, ok, très bien, donc on a tous les téléphones portables, on a de la 5G, on peut télécharger Squid Game en entier en 2 secondes sur son portable à 100 mètres de profondeur, bon, et ensuite quoi ? Et il y a de plus en plus de retours. Oui, et on fait quoi avec tout ça ? On est les meilleurs, enfin, ils sont les meilleurs en jeux vidéo, les meilleurs en téléphonie, les meilleurs en machin. Oui, et ensuite quoi ? Et donc il y a un retour en arrière. Faudrait peut-être
commencer à demander l'avis de l'opinion, des chercheurs. Et on a même vu une mission au CNRS en disant « Ah oui, la science fondamentale, c'est très intéressant, on devrait davantage faire de sciences fondamentales, davantage demander, davantage, il faudrait des projets blancs, il faudrait qu'on ait une sorte de RC, nous aussi, qu'on puisse se lancer dans les recherches machin, les recherches machin. » C'est-à-dire qu'une surabondance de fonds publics et privés, une totale absence de démocratie, de choix scientifiques, pour des raisons qu'on peut comprendre, hein. C'est comme un pays menacé par la prédominance chinoise, pas du tout par la Corée du Nord. C'est une faribole complète des médias, ça. Voilà, et ben un retour en arrière, une volonté de plus en plus de la communauté scientifique de trouver autre chose, de développer les sciences humaines, de développer l'éthique de la science, de réfléchir sur d'autres questions, de traiter notamment de la question environnementale. Voilà un pays qui a tout détruit du point de vue environnemental. Donc l'absence totale de démocratie de choix n'est pas possible non plus, enfin dans une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a au bout d'un certain temps un retour de bâton et une volonté des chercheurs, enfin je ne connais pas tous les chercheurs, il y en a beaucoup, mais enfin finalement de se rapprocher un peu de ce que font les démocraties occidentales, ce que fait la France, c'est, même s'il y a des difficultés, de pouvoir réfléchir sur l'objectif même de ce qu'on fait. L'hyperproductivisme conduit à un moment à une aporie, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour lutter contre les problèmes sociaux qui sont très, très nombreux dans un pays hyper productiviste, hein. Voilà. L'exemple de la Corée du Sud, c'est la transition parfaite pour le second point, qui est la question de l'écosystème de la recherche qui imbrique le public et le privé, la recherche et développement privé. De plus en plus, et est-ce que c'est efficace en termes d'impact de n'agir que sur la recherche publique? Quelles conséquences sur la recherche publique, notamment en termes d'interaction avec la recherche et développement privé, cela va-t-il avoir si on transforme ces interactions publiques-privées? Quelle transformation globale de l'écosystème de la recherche publique et privée serait-il pertinent de mettre en place? Ok. Ça, c'est une question qui est difficile, hein, qui est normative aussi, hein. Moi, je travaille sur le New Space. Je finis un bouquin sur le New Space, donc la montée en puissance entrepreneuriale dans les activités spatiales. Donc, moi, j'ai interviewé beaucoup de start-upers, des capitaux risqueurs, notamment dans la Silicon Valley. Donc, je vois le genre de modèle d'activité aussi que ça peut aussi inciter, impliciter, et notamment en France, à l'ère de la Startup Nation et de la Station F. Donc il y a des modèles qui nous enjoignent à aller dans ce sens-là. Bon, il faut quand même regarder les effets très pratiques de ce type d'activité. Moi, ce que j'ai observé, notamment pour certains, j'ai fait certaines interviews avec des créateurs d'entreprises, d'ailleurs des collègues du CNRS, hein, qui ont créé des entreprises dans le milieu de l'astronautique. En fait, ils ne font plus de recherche. Tout simplement, il y a une conséquence quand même importante, hein, c'est qu'on fait autre chose, et parfois avec du plaisir, ce qui est intrinsèquement intéressant pour moi à étudier, hein, d'un point de vue presque anthropologique, quoi. Voilà, il y a un moment donné où on prend plaisir à pitcher devant des investisseurs. C'est un autre métier, quoi, hein. Ça vient de loin, hein, les transformations de cette économie de la science, mais en tout cas, ça s'est banalisé avec des incitations. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un dépliant à l'entrée de la salle, le CNRS, un acteur engagé dans la valorisation, qui date de 2016. Et on est complètement dans cette rhétorique-là, hein, avec une entité dont j'ignorais l'existence, le France Innovation Scientifique Transfert, le FIST. C'est donc l'acronyme qui donc peut-être convoque un imaginaire de la pénétration économique du CNRS dans la société, j'en sais rien. Mais toujours est-il que là, vous avez une espèce d'explicitation d'un certain modèle qui est présenté comme vertueux, avec des chiffres clés, des diagrammes, des gens très heureux d'innover et de créer leur entreprise. Bon, moi ce que je vois quand même, c'est que concrètement, on fait plus de recherche, quoi. Je veux dire, c'est un effet pratique très net quand même, hein. Moi, ce que j'ai observé dans mes petits champs d'exploration en astronautique et pas seulement, c'est qu'à un moment donné, on fait autre chose, et c'est encouragé par les institutions de la recherche qui, par ailleurs, ont financé des thèses, des post-docs, etc. Et à un moment donné, ces gens quittent la recherche. Moi, j'ai l'exemple d'une directrice de recherche, d'ailleurs ici même, enfin,
Non, c'était à Polytechnique, en tout cas physicienne des plasmas, maintenant qui est start-upeuse. Donc voilà, et à un moment donné, on passe à autre chose. Est-ce que c'est un modèle à encourager? J'en sais rien. Alors c'est une modalité un peu radicale, hein, j'en conviens, de l'articulation public-privé. En fait, il faut regarder ce qu'on entend par public, grosse tarte à la crème, hein, mais aussi privé. Je ne suis pas un adversaire de l'entreprise. D'ailleurs, je co-gère une maison d'édition indépendante, donc je sais à peu près ce que c'est qu'une entreprise. Mais il y a aussi des modèles d'entreprise. Le modèle de la start-up, je pense qu'on peut l'interroger. J'avais coordonné un numéro de la revue Savoir Agir, très engagé, sur la start-up comme nouveau mot d'ordre politique. Il y a d'autres modèles d'entreprise fondés sur la coopération, d'autres façons de générer de l'activité qui a du sens aussi. Ça, c'est un point hyper important, du sens à mettre dans notre activité et projeter dans des projets qui précisément ont une pertinence sociale, politique, etc. Donc, encore une fois, moi, je pense qu'il faut avoir cette discussion sur les finalités là proprement économiques, hein, avec des modèles qui sont constamment implicités. Par exemple, on parle constamment depuis tout à l'heure de développement. Voici un concept qu'on pourrait interroger. L'idée de développement. Derrière, on parlait ce matin de trouver d'autres imaginaires, hein, de comment on oriente les activités. Développement, ça c'est un mot bien chargé. Il y a des pays en voie de développement, etc. On est dans une espèce de construction de l'activité qui suppose aussi l'extraction, parfois la prédation, l'exploitation des ressources, toutes les ressources, y compris humaines, hein, pour faire de la science. Et je pense qu'on pourrait même sortir de cette idée du développement. C'est assez parent avec cette réflexion sur sortir de la croissance. Les fondateurs de la sociologie des sciences dans les années 50-60 pensaient la science en tant que croissance scientifique, avec des indicateurs, la bibliométrie, ça vient de la sociologie, hein, désolé, c'est à cause de nous. Et là, vous avez une façon d'évaluer, de quantifier, de justifier l'activité dont on pourrait sortir. Alors là, je n'ai pas de recette toute faite, hein, mais je pense qu'on pourrait aussi mener cette réflexion-là. Donc je dépasse, hein, je déborde un petit peu, mais en fait ça fait partie des questions sous-jacentes quand on évoque les meilleures façons de créer, vous voyez, tous les poncifs de plaquettes du type synergie entre le public et le privé, l'innovation, le messerie, l'économie de la connaissance. Bon, là vous avez plein de mots-clés en fait qui charrient derrière des mots d'ordre qui sont complètement idéologiques, qu'on pourrait, à mon avis, interroger de façon un peu lucide et réflexive, s'agissant des effets sur notre propre activité, sachant qu'on est aussi confronté, alors je me raccroche, hein, à cette idée, hein, à cette situation écologique un peu compliquée, donc on a abordé ce matin. Il y a peut-être d'autres urgences que de produire toujours plus de richesses et de les évaluer à la seule aune d'indicateurs complètement périmés comme le PIB. Chose à dire, je fais de la recherche plutôt en physique fondamentale expérimentale, et pour l'interface avec le privé, je dirais que les expériences concrètes qui se sont passées entre notre équipe et des entreprises privées se sont très bien passées. Mais pour moi, de mon point de vue, toujours, c'est le public qui finance le privé en termes de recherche. C'est nous qui formons... à travers une thèse CIF, typiquement, c'est quand même le public qui fait un cadeau au privé. Dans beaucoup d'institutions que je connais, les chercheurs servent en quelque sorte de bureau d'expertise plus pour des entreprises et tout ça. Je dis pas que c'est mal, hein, mais j'ai pas toujours l'impression que c'est le privé qui finance le public dans la recherche française actuelle telle qu'elle se déroule. Et j'ai eu, par contre, la chance de rencontrer dans des entreprises privées des ingénieurs dont la curiosité intellectuelle dépasse des fois celle qu'on peut rencontrer dans le public. Donc, et c'est toujours un plaisir. Donc, mais ces gens-là ne sont pas effectivement dans chercher de la richesse et tout. Il y a le recrutement des jeunes qu'on forme et tout ça. Et mon expérience, c'est que ça s'était bien passé. Merci. Bon, sur cette question-là, quel écosystème pour l'ensemble recherche publique, recherche privée? Moi, je pense qu'il y a besoin de collaborer avec la recherche privée. Enfin, je me passe du côté de la recherche publique. Il y a besoin de collaborer avec la recherche privée. Il faut aussi préserver tout un ensemble de recherches qui soient indépendantes de la recherche privée. Je pense qu'il y a la place pour les deux, qu'il y a une partie des recherches publiques qui, à un moment, vont trouver, parce qu'elles sont plus ou moins finalisées, un écho d'intérêt chez un certain nombre de partenaires privés.
Donc la collaboration me paraît pas interdite, mais il faut pas qu'elle soit exclusive et il faut qu'elle soit fructueuse et avec des bénéfices partagés. Donc quand tu dis c'est la recherche publique qui finance la recherche privée, donc il y a des systèmes d'aide publique qui font, à travers le crédit impôt recherche, à travers la NRT sur les thèses CIFRE, qui font qu'effectivement il y a des aides pour le privé pour faire de la recherche, qui soit de la recherche soit uniquement privée à travers le CIR ou de la recherche collaborative à travers les thèses CIFRE. À nous de mettre en place les règles pour faire en sorte que le partage des résultats soit en relation avec la contribution de chacune des deux parties, recherche publique et recherche privée. Si je prends les thèses CIFRE, on essaye à l'université de valoriser dans les contrats des thèses CIFRE le temps de recherche des enseignants-chercheurs et des chercheurs pour qu'ils soient facturés à l'entreprise. C'est plus ou moins facile en fonction des entreprises, c'est plus ou moins légitime en fonction des entreprises. C'est pas la même chose entre une petite association de malades qui, à un moment, essaye de bénéficier de la NRT pour faire une thèse CIFRE et un grand groupe. Donc il y a une grande diversité de situations de partenariat pour lesquelles on a à réfléchir sur la façon de maintenir quelque chose d'équilibré et d'avoir des bénéfices in fine qui soient en raison de l'investissement des deux parties, la recherche publique et la recherche privée. Et je redis ce que j'ai dit au début, il faut maintenir un périmètre de recherche indépendante de la recherche privée, donc des financements publics qui permettent de faire des recherches, parfois à coût élevé, indépendamment de la recherche privée, pour éviter la construction de l'ignorance ou un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure. Donc je ne suis pas pour un écosystème unique, mais pour une cohabitation de deux écosystèmes qui permettent de faire les deux finalités que j'ai évoquées. Merci. Cette question me permet de reboucler avec le COMETS, pour lequel je suis venu quand même. Le PDG a saisi le comité d'éthique de la question des campagnes d'opportunité, c'est-à-dire la possibilité pour les chercheurs d'utiliser des moyens privés de transport pour faire de la recherche, en mettant des capteurs, en montant à bord, pour récolter des données, etc. Et est-ce que c'est possible ou pas? Enfin, est-ce que c'est éthiquement acceptable? Et la conclusion vers laquelle on s'achemine, alors donc je suis en train de spoiler, hein, donc il ne faut pas le répéter, hein, c'est pas encore décidé, mais je crois que c'est un peu ça dans les travaux. Tant pis. Enfin, tant pis pour moi, surtout. L'idée, c'est que oui, il y a une recherche publique, il y a une recherche privée, mais d'une part, c'est le public qui doit donner les thèmes de la recherche quand il y a une collaboration entre les deux. Et il ne doit pas obéir aux réquisites des entreprises privées. Et puis d'autre part, toujours dans la question très 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 précise des campagnes d'opportunité dont je ne m'écarterai pas parce que l'organisme lui-même a une politique vis-à-vis du privé que vous avez évoqué, monsieur, tout à l'heure. Donc voilà, mais il ne faut pas qu'il y ait d'instrumentalisation de la science. C'est-à-dire que là où il y a un danger en matière d'environnement, c'est quand certains transporteurs disent, ben voilà, on a des scientifiques à bord, donc ce qu'on fait, c'est très bon pour la science. Alors qu'en fait, ce qu'ils font permet peut-être à certains scientifiques de récolter quelques données, mais en même temps, ils polluent, ils détruisent les milieux fragiles, ils vont faire guili-guili avec les phoques, ce qui n'est pas bon, etc., etc. Enfin, donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y ait une collaboration entre les deux, très bien. Quand ça peut servir la science, tant mieux. Derrière, implicitement, la question du manque de moyens quand même. Mais dès lors qu'il y a une instrumentalisation de la science et de ses objectifs et de ses finalités, qui est la connaissance, au profit d'autres logiques, au profit du profit, là, ça ne va plus, comme en fait. Je peux rajouter une chose, Julien ? Oui, oui. Moi, je ne crois pas trop à l'instrumentalisation directe du chercheur par une entreprise, au sens où le chercheur, il a quand même une capacité, et ce que je connais, à arbitrer et à ne pas prendre n'importe quel sujet parce qu'il serait financé. En revanche, la façon dont l'entreprise peut utiliser soit les résultats de la recherche, soit le fait qu'elle a collaboré avec l'université ou avec l'organisme de recherche, ça peut être une très forte instrumentalisation. Et Sophie serait sûrement pas contente si j'évoquais pas le fait qu'on cherche au niveau de l'université à raisonner la façon dont on peut ou pas circonscrire la recherche avec un certain nombre de partenaires en fonction des sujets, mais en fonction aussi des entreprises, de manière à ne pas servir de caution pour un certain nombre d'entreprises
dont les activités peuvent être discutées. Et c'est un sujet qui est très débattu à l'intérieur de l'université, certains pensant que à partir du moment où l'entreprise a une activité légale, il n'y a aucune raison de s'opposer à une contractualisation et un travail avec elle. Donc il y a tout, et à l'opposé, il y a une partie des gens dans l'université qui considèrent que certaines entreprises ne sont absolument pas fréquentables pour des raisons d'ordre environnemental notamment. Donc il y a une discussion à l'heure actuelle pour voir comment est-ce qu'on peut traiter cette question-là, sachant que si on doit se poser la question pour chaque contrat ou chaque contact avec chaque entreprise, on va arrêter la recherche avec les entreprises. Donc il faut qu'on trouve un dispositif qui nous permette de faire droit à cette préoccupation-là sans pour autant arrêter et emboliser complètement le système.